Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous êtes un peu réveillés. Sinon, on va essayer de vous réveiller. Alors, j'ai pas prévu de danser ni de. Voilà, je voulais juste vous prévenir. Mais par contre, on va essayer de parler de trucs qui sont presque morts. Puisque on nous explique qu'on les utilise de moins en moins. Et moi, je vais essayer de vous expliquer comment on peut les utiliser mieux, peut-être. Oui, tout compris, oui. Ça, j'ai l'habitude. Oui, au cas où, ça peut être cool. Normalement, je timer, mais je vois l'heure et je vois le. Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour, bienvenue. Je vous laisse vous installer, on va débuter. Il reste de place tout devant. Bonjour, bienvenue. On y va? C'est parti? Bonjour à tous, bienvenue à Agilnior. J'espère que vous avez pu assister à la super keynote de Rachel juste avant. C'est un honneur pour moi d'abord de venir à Niort parce que j'ai grandi à Niort en fait, même si je suis à Bordeaux depuis fort fort longtemps maintenant. Voilà, j'ai connu mon collège, mon lycée sont pas loin d'ici. Donc venir ici faire une conf pour moi ça a une petite charge émotionnelle que vous pouvez certainement sentir dans ma voix. Aujourd'hui, je vais vous parler de Scrum et de Kanban, et je vais essayer de vous montrer qu'on peut les allier, donc réellement au sens physique du terme, pour faire quelque chose d'assez cool. Pour commencer, je suis organisateur moi-même d'un Agile Tour à Bordeaux, donc voilà, on peut pas faire ce genre d'événement sans les organisateurs et sans les sponsors. Donc voilà, en plus on a la chance aujourd'hui d'être retransmis côté Piaf, donc c'est super cool, merci à tous. Surtout les orgas, parce que bon. Rapidement, parce qu'il paraît que c'est important, qui suis-je? Alors moi, j'ai fait un parcours assez riche, j'ai fait plein de trucs dans ma vie, j'ai commencé en tant que développeur logiciel de manière assez standard, au début des années 2000, et puis finalement, je me suis intéressé à l'MOA, puis après j'ai eu tout un tas de postes à base de chef de, directeur de, projet, programme, service, rien à mention inutile. Et puis finalement, je me suis tourné vers le coaching agile il y a presque une dizaine d'années. Et je travaille actuellement pour B2Moro, donc à Bordeaux, qui est une web agency. Premier partenaire Unfix de France. Moi, ce que j'aime faire, c'est travailler avec des gens, donc des personnes, des équipes et des entreprises. Et ce que j'aime faire, c'est qu'ils réalisent leur potentiel. Et ce que j'aime également, c'est améliorer continuellement le professionnalisme et l'excellence opérationnelle autour de moi. Alors, c'est des jolis mots, on va essayer un petit peu de les définir. Allez, je préviens pour les allergiques à l'anglais, je suis désolé, j'ai pas tout traduit. Professionnalisme, j'aime bien la définition de Ken Schwaber. Donc Ken Schwaber, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un des co-auteurs du Scrum Guide. Un professionnel suit des règles établies par sa profession. Il agit et travaille en respectant des standards. Et ils embrassent un ensemble de principes éthiques. J'aime beaucoup cette définition. Et je trouve que ça suffit pas. Donc Dave West, qui est le CEO de Scrum.org, va un peu plus loin. Lui dit, il faut 4 choses pour vraiment faire marcher ça, le professionnalisme. C'est la discipline, les comportements, les valeurs, et aimer aider les autres. Et l'excellence opérationnelle, pardon, là c'est plutôt l'aspect plutôt business, c'est-à-dire vouloir faire mieux que les autres. Toujours chercher à être meilleur que les autres pour arriver à livrer de la valeur, la fameuse valeur dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Alors bon, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, cette conférence elle est née d'un constat assez triste. C'est que sur internet, vous avez trouvé plein de trucs qui vous parlent de Scrum et de Kanban. Et honnêtement, à ce jour, j'en ai pas trouvé un seul de vraiment vrai. En dehors des trucs sur les sites Scrum.org ou Kanban, ProKanban.org par exemple. Il y a des vraies entreprises qui proposent des
vrais accompagnements et qui en fait vendent des choses fausses. Faut se le dire, c'est très très approximatif. Avant d'aller dans le détail de tout ça, je vais dire un petit peu quelques trucs importants. Moi, je suis venu pour vous parler de professionnalisme d'excellence opérationnelle. J'ai pas la prétention de vous donner une solution à tout. Je vais vous parler de Scrum et de Kanban. Moi, je considère qu'ils sont très mal compris, souvent. Et très mal appliqués, souvent. Je m'appuie sur le Scrum Guide, sur le Kanban Guide et sur le guide des équipes Scrum, de Kanban pour les équipes Scrum, pardon. Et je vais essayer un petit peu d'ouvrir vos chakras. Je ne dis pas que c'est la solution idéale à tous vos problèmes. Je ne crois pas qu'il y en ait de solution idéale à tous les problèmes. Mais j'espère que voilà, ça va alimenter votre réflexion, que ça vous permettra de voir les choses un peu autrement. Première chose, je vais essayer de vous expliquer pourquoi l'approche VS, donc l'opposition entre Scrum et Kanban, est un mythe. J'ai pris le titre d'un livre très cool de Tolkien, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Première chose, c'est que je me suis posé une première question. Est-ce que dans la définition officielle de ces deux frameworks d'un côté et stratégie de l'autre, il y a une opposition? À gauche, vous avez Scrum, donc qui est un framework réputé léger, d'après eux, pour générer de la valeur et répondre à un problème complexe à travers des solutions adaptatives. En face, on a Kanban, qui est une stratégie pour optimiser le flux de valeur au travers d'un process qui utilise un système visuel en flux tiré, système de pioche. Le terme n'est pas hyper cool en français, mais c'est ainsi fait. Pas vraiment d'objet, pas vraiment de problème, pas vraiment d'opposition. Tous les deux parlent de maximiser la valeur. Est-ce qu'on a des contradictions dans leur pratique? Scrum, on parle d'ordonner du travail, de transformer cette sélection de travail dans un incrément de valeur, et d'inspecter les résultats pour ensuite s'ajuster, s'adapter, pour être précis, et recommencer. En face, Kanban dit il y a 3 pratiques principales pour avoir un système Kanban qui fonctionne. C'est définir et visualiser un workflow, manager, donc gérer activement ce qui se passe dans le workflow, et améliorer le workflow. Opposition aucune. On voit que leurs pratiques, on voit que leurs pratiques sont différentes, n'ont pas le même angle d'attaque. Néanmoins, il n'y a aucune incompatibilité. Dernière chose, est-ce que les bénéfices qu'ils disent fournir sont contradictoires? Je vous laisse lire rapidement, mais vous n'avez pas trouvé d'incohérence. Au contraire, plutôt de la cohérence. Donc au final, les bénéfices fournis sont non seulement proches, mais ils sont compatibles. Et même, on peut considérer qu'ils se renforcent. Donc, selon votre contexte, selon vos envies, selon ce que vous recherchez, vous pouvez utiliser l'un, l'autre ou les deux. Mais les opposer, ça n'a pas de sens. Parce qu'au final, Scrum fournit un terrain de jeu. Pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, Scrum vient en réalité de l'expression américaine playing the Scrum Field. Scrum Field, c'est le terrain de jeu, littéralement, donc le rugby. Donc ça vient pas de la mêlée, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc le daily Scrum, c'est pas la mêlée journalière, enfin en tout cas pas à l'origine. C'est devenu de facto, mais c'était pas le cas au départ. Et par contre, on cherche à livrer donc un terrain de jeu, ce qui impose des limites. Un terrain de jeu, terrain de foot, tout ce que vous voulez, il y a des lignes, on peut pas les dépasser, sinon on est hors jeu. Et il y a des règles. Si on les respecte pas, on est hors jeu. Livraison successive d'incréments de valeur, mais finalement ils décrivent assez peu, même si on dit que Scrum est très prescriptif, ce qu'est la valeur, ni le flux de valeur qui va avec, et ça ne dit pas non plus comment effectuer des prévisions, le sizing du travail effectué. Scrum vous dit juste, vous devez, en tant que Scrum Team, vous donner les moyens. Alors les développeurs doivent sizer, alors j'ai laissé le terme anglais parce que j'arrive pas à trouver de termes français qui me conviennent pour l'instant. Donc, sizer le travail, très bien, et il faut se faire des prévisions, les fameux forecasts. A contrario, ou à côté, Kanban propose des pratiques pour optimiser le flux de valeur, mais ne précise pas d'objectifs. Ce n'est pas une stratégie qui implémente la gestion par objectif, pardon. Il n'y a pas de redevabilité, donc accountability en anglais,
là où on en a 3 dans le Scrum Guide, donc Product Owner, Scrum Master et développeur, il n'y en a pas du tout défini dans Kanban. Les membres du système Kanban, c'est tout ce que vous verrez, ou Kanban, pardon. C'est tout ce que vous verrez dans le Kanban Guide. Et il n'y a pas de valeurs humaines recherchées ou qui sont obligatoires, donc les 5 Scrum Values. Et il n'y a pas non plus de notion de boucle de feedback minimale. Et j'insiste, il n'y a pas de notion de boucle de feedback minimale. Ce n'est pas prescrit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de boucle de feedback recherchée dans Kanban. Kanban s'appuie sur la route Deming. Donc forcément, il y a des boucles. On va chercher à générer du feedback en continu. Mais il n'y a pas de minimum. Pardon. Du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire les utiliser ensemble? L'idée, c'est d'utiliser vraiment complètement les deux. C'est-à-dire que Kanban va compléter certaines choses qui ne sont pas décrites dans le Scrum Guide, et en contrario, Scrum, enfin en même temps, pardon, faut pas que je les oppose, je passe mon temps à dire qu'il faut pas les opposer, là je me mets à les opposer, ça va pas. En même temps, Scrum va fournir un cadre dans lequel maximiser les effets de Kanban. Les deux frameworks s'appliquent, le framework et la stratégie s'appliquent intégralement et conjointement. Ça veut dire que on va utiliser l'empirisme de Scrum et on va enrichir ça avec les pratiques de Kanban, et tout ça va nous permettre d'avoir un système beaucoup plus éclairé. On aura plus de transparence, plus de capacité à savoir où nous en sommes vraiment, plus de capacité à partager ce progrès. Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir utiliser l'empirisme ou la route Deming, puisqu'à la fin c'est la même chose. Route Deming, ça parle à tout le monde? N'hésitez pas à poser des questions. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, excusez-moi. J'aime bien prendre des questions au fil de l'eau. Je trouve ça plus vivant, donc n'hésitez pas si jamais il y en a. Donc la route Deming, vous avez peut-être déjà entendu de PDCA, Plan, Do, Check, Act. Non, c'est un peu la même chose finalement que les 3 piliers de Scrum. Donc on planifie du travail, on l'effectue, Plan, Do, on vérifie les résultats, donc on se donne les moyens d'inspecter, pour utiliser le terme de l'empirisme, et ensuite Act, c'est-à-dire on va s'adapter, on va décider comment s'améliorer. Et on recommence. Et petite note, il ne s'agit pas de créer un hybride. Donc je suis parti sur l'image de l'alliage, l'hybride, je pense que vous voyez ce que ça veut dire. Il s'agit vraiment d'utiliser les deux ensemble et d'en faire quelque chose de plus grand, si je puis dire ça comme ça. L'hybride va avoir tendance à en fait prendre des petits morceaux de l'un, des petits morceaux de l'autre. Et j'aime bien l'image de l'hybridation parce que dans la nature, la plupart des hybrides ne peuvent pas se reproduire. Alors ça peut faire des trucs cool, hein, jolis, mais dans les faits, ça ne survit pas. Et en plus, vous avez probablement entendu ou possiblement entendu parler de Scrumban. Alors Scrumban, il faut savoir que d'abord, ce n'est soutenu par aucun organisme. Donc des gens qui un jour ont dit, tiens, si on prenait des morceaux de l'un, des morceaux de l'autre, et on mixait vraiment, ça a l'air de faire des choses cool. Mais il n'y a pas de Scrumban Guide, il n'y a pas de... Voilà. En fait, vous prenez juste une pratique de Scrum, juste une pratique de Kanban, n'importe laquelle, et vous faites du Scrumban. Donc c'est assez pauvre, en soi. Et en plus, si vous regardez un petit peu dans la littérature, vous verrez que souvent, finalement, ça tend à les opposer. C'est souvent un moyen de dire, on commence par du Scrum, et puis on va mettre de plus en plus de Kanban, et puis on va virer Scrum à la fin. D'accord ? Donc, un hybride. Pas un hybride, pardon, justement, un alliage. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça voudrait dire. Kanban, en fait, repose sur 3 grandes pratiques qu'il va falloir appliquer à notre cadre Scrum. Alors, je pars du principe dans cette conférence que vous connaissez déjà un peu Scrum. Je ne l'ai pas précisé, je crois. Et donc, je vais plus m'intéresser à Kanban, là. Donc, 4 pratiques. Donc, en fait, les 3, mais les 2 premières sont ensemble. Donc on va définir puis inspecter une definition of workflow. Donc on va ajouter une nouvelle definition of. Vous connaissez déjà definition of done. Là on va ajouter une definition of workflow. On va visualiser ce qui se passe dans ce workflow. Donc qui est la première pratique de Kanban en fait. Ensuite on va mettre en œuvre une politique de limitation du travail en cours. On va appeler le WIP. Je vais beaucoup parler de ce terme, WIP, donc retenez-le bien. Et on va se concentrer activement sur le travail en cours. Ok, c'est cool. Qu'est-ce que ça nous apporte ? Comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est d'avoir plus de transparence, plus de capacité à comprendre où on en est vraiment pour mieux ensuite s'adapter. Qu'est-ce qu'on entend par definition of workflow ? Alors là c'est un tout petit peu compliqué.
c'est plus long que compliqué en vrai. On doit d'abord définir qu'est-ce qui va traverser notre système. D'accord, ce qu'on appelait les work items. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un petit peu de travail? Est-ce que c'est une voiture entre un point A et un point B? Est-ce que c'est un bateau qui fait une traversée? Est-ce que peu importe. Donc quel est notre work item? À quoi ça correspond? Ensuite, qu'est-ce qu'on entend par débuter la traversée et terminer la traversée? D'accord, donc on a un état initial, un état final, il convient de les définir. Ensuite, on va définir les différentes étapes de la traversée. On va définir à partir de quand on considère qu'un item a commencé sa traversée. Donc, concrètement, il n'est pas encore à l'état terminal, mais il est plus à l'état initial, pardon. Et puis ensuite, on va définir, collectivement, en équipe, les actions de contrôle de ce travail en cours. Bien sûr, les conditions de transition entre les étapes. Et pour finir, retenez bien ce cycle, je vous le définirai un peu plus tard, on va définir un niveau de service attendu. Tiens. Alors pour ceux qui pensaient que Kanban, en fait, n'avait pas de notion d'engagement d'équipe, en fait, c'est faux. Il y a cette notion hyper importante et même centrale, qui est le SLE, donc le Service Level Expectation. D'accord? Pour l'instant, philosophiquement, ça se rapproche beaucoup de... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Service Level Agreement, dans les contrats par exemple. Okay. Ça s'en rapproche un petit peu, si ce n'est que là, ça va être appliqué à un système Kanban. Okay. Visualisation du travail en cours, je pense que là, je vais enfoncer une porte plus ou moins très grande ouverte. Tout le monde connaît les Kanban boards, les Scrum boards, les boards de tout ce que vous voulez, avec, vous avez, j'ai mis quelques images qui ressemblent. Donc l'idée, c'est évidemment de rendre transparent l'état du système, et ensuite de faciliter les discussions ad hoc, immédiates, pour prendre des décisions sur les actions d'amélioration, pour maximiser les chances qu'un maximum d'items arrive le plus vite possible à l'état terminal. Qu'est-ce qu'on entend par limiter le WIP? En fait, d'abord, quels sont les bénéfices? Excusez-moi. Les bénéfices, c'est d'abord et avant tout de fournir à l'équipe la capacité de s'engager dans un nouvel work item uniquement si elle pense qu'elle en a la capacité. C'est-à-dire que si elle pense qu'elle a la capacité de le terminer dans un temps restreint. D'accord? C'est-à-dire commencer quelque chose en se disant on finira peut-être un jour, c'est pas tout à fait la philosophie de Kanban, puisque de facto en faisant ça, on réduit le flux de valeur. Et ensuite, on va limiter le nombre de sujets en cours parce que ça va créer ou faciliter les conditions pour plus de collaboration au sein de l'équipe. C'est assez simple. Alors moi, je viens du monde du développement, je suis toujours aujourd'hui, du développement logiciel, devrais-je dire. Si vous prenez une équipe standard, vous composez, admettons, de 4 développeurs logiciels. Je ne mets pas pour l'instant de designer ni autre chose, okay? Que des développeurs logiciels. Qu'est-ce qui se passe à un sprint planning? Ils prennent un certain nombre d'items, très bien, sprint goal, tout ça, c'est cool. On démarre, et chacun part de son côté, prend un item et débute. Collaboration, la plupart du temps, assez pauvre. Puis après, ça avance, ils finissent leur développement, puis ça arrive à une phase là qu'on entend à peu près souvent, qu'on appelle la code review. Ça doit parler à certains d'entre vous, je pense. Et puis là, on se rend compte que, tiens, ils se mettent à se parler. Ah ouais, mais moi, je peux pas faire ta review parce que j'ai pas fini mon item, en fait, et j'aimerais bien avancer dessus. Ah bah oui, mais moi, j'ai fini, alors je fais quoi? T'as qu'à commencer un autre. Ah ok. Je sais pas si on parle vraiment de collaboration, là. L'avantage, c'est que quand on dit, en fait, vous pouvez pas avoir plus de X items en cours. Moi, j'aime bien faire la règle du, au moins au début, nombre de développeurs moins 1. Ah ils ne peuvent pas faire ça. Et là, ils se disent, attends, mais alors comment on peut travailler là? Et en fait, d'un seul coup, ils découvrent qu'il y a d'autres manières de travailler. Pair programming, des trucs comme ça. Mob programming. Et puis ils se rendent compte que finalement, la code review, c'est cool, mais ça permet pas, ça apporte pas vraiment de valeur. En fait, ouais, non, mais là, t'as construit ça, t'as utilisé tel pattern, c'est cool, mais en fait, moi, j'aurais utilisé plutôt tel autre pattern. Mais après, bon, tu fais ce que tu veux. Ouais, très bien. Ah, t'as utilisé telle fonction, mais il y en a une vachement plus efficace, là. D'ailleurs, il y a une lib, là, qui est super cool, tu devrais l'utiliser. Ok. Et en fait, ces discussions-là, vous auriez pas pu les avoir un peu plus tôt, ensemble, avant de commencer le développement? Ou pendant le développement? Pourquoi attendre d'être dans une phase dite de code review? Alors c'est encore pire quand on est dans des entreprises ou des organisations où il y a des lead tech
ou des architectes qui viennent après la guerre expliquer qu'il faut tout refaire. Bah là, votre flux de valeur, évidemment, il n'est pas maximisé. Donc, limiter le WIP, c'est probablement la première bonne idée qu'on peut mettre quand on est dans un système qui souffre un petit peu. Autre chose qu'on va faire, c'est ça va augmenter le nombre d'incréments. Pourquoi ? Parce que si on est dans un système Scrum, chaque fois qu'on arrive à un done, un item, un product backlog item précisément, arrive en done, un nouvel incrément est né. Dixit le Scrum Guide. Donc, puisqu'on va maximiser la régularité à laquelle les items vont arriver au done, on va avoir plus d'incréments. Pourquoi c'est cool ? Parce que ça permet aussi d'avoir des discussions plus rapidement sur l'état réel de l'incrément, est-ce qu'il permet, ce qu'il ne permet pas encore, où est-ce qu'on en est vraiment par rapport au sprint goal, et même, pourquoi pas, de faire des reviews intermédiaires pendant le sprint. D'aller chercher la vie de vrais utilisateurs. La vie, pas la vie, en un seul mot. Des utilisateurs, des stakeholders. Chose qui arrive peu, il faut se le dire. Je trouve, en tout cas, moi, dans mon expérience, que ça arrive peu quand on limite pas le WIP. Ou en tout cas, quand on n'entraîne pas les développeurs, puisque c'est des développeurs au sens large du terme cette fois-ci, au sens Scrum du terme, à collaborer, à être ensemble sur un nombre de sujets limité. Ce qui en plus renforce la valeur de Scrum du focus. Dernière chose sur le WIP, vous verrez peut-être dans beaucoup de littérature qu'il faut poser, alors en plus des outils typiquement Jira nous y emmènent très gentiment, on peut poser des limites de WIP dans Jira par exemple, mais elles ne sont présentes que par colonne. En réalité, Kanban dit uniquement que le système dans sa globalité doit être contraint. Rien n'impose, même si c'est encouragé, de poser des limites de WIP sur chacune des colonnes de votre... Alors, quand je dis colonne, pardon, chacune des étapes de votre workflow. A contrario, vous pouvez aussi ajouter des limites de WIP si vous décidez que vous avez des lignes de production différentes dans votre système. Ça peut arriver. Moi, je connais des équipes qui, pour des raisons historiques essentiellement, ont des fast lanes, donc des lignes d'urgence. Typiquement, quand on est face à une application en production, si je prends l'exemple encore du software, où on se dit il y a un product de prod hyper important, il faut évidemment qu'on le fasse passer devant tout le reste, il va y avoir une ligne, mais on ne peut pas avoir 75 urgences en même temps. C'est une évidence. Déjà, plus de 3 en même temps, bon déjà c'est pas cool, a priori, mais en tout cas ça pose des questions. Donc à voir, et puis surtout il y a la tentation de toujours vouloir faire passer sa demande dans la ligne d'urgence, comme ça elle arrive plus vite, y compris quand c'est pas urgent. Donc c'est là où la definition of workflow va permettre de poser des critères qui permettent de dire ok, ce work item est éligible ou pas à la ligne d'urgence. Et pour être tout à fait complet sur le sujet, c'est plutôt décrié, on vous déconseille plutôt d'avoir ce genre de ligne, si vous pouvez l'éviter, c'est intéressant. Il y a plein de manières de le faire et d'éviter que ça arrive. Donc le WIP, j'en ai déjà pas mal parlé. L'idée, c'est de se concentrer, c'est de contrôler les actions pour faire progresser chaque work item en cours. On évite l'accumulation de work item dans une partie du workflow. Donc là, je vais vous prendre l'image de ce qui se passe quand on a beaucoup de voitures qui s'accumulent à un péage d'autoroute. Ou quand il y a un accident qui survient quand vous êtes sur une route et qu'il y a un accident, on accumule d'un seul coup beaucoup d'items, des voitures en l'occurrence, sur un système qui normalement est fluide. Et le coût de créer un embouteillage, c'est que généralement il faut assez peu de temps pour créer un embouteillage, beaucoup pour le désengorger. Et donc dans votre système de production, quel qu'il soit, que ce soit du logiciel ou autre chose, c'est hyper intéressant d'éviter l'accumulation de work items dans une partie ou une sous-partie du workflow. Et ensuite, on va essayer de faire en sorte que chaque item passe le moins de temps possible dans le système. Et je reparle ici du SLE. Et en débloquant plutôt tout work item qui le serait. C'est logique, mais là c'est pareil, certains des outils, alors je vais encore citer Jira parce que je pense que c'est celui qui est le plus utilisé, j'ai presque envie de dire malheureusement. Mais bon, faut faire avec, il est là, il faut être pragmatique. Débloquer au plus que tout work item qui le serait, ouais, c'est facile de mettre un petit flag là dans Jira, dire le work item bloqué, ouais, puis après il reste là. Une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, 5 journées. Puis alors si en plus c'est une dépendance externe, alors là il peut rester là très longtemps. Ouais, mais en fait c'est un problème.
Et si vous n'avez pas de WIP, en fait, c'est un problème pour qui? Pour la personne qui attend le résultat, oui. Mais voilà. Donc si vous avez typiquement un work item et que ce work item n'est pas lié au Spring Goal, normalement dans Scrum, vous faites essentiellement du travail lié à votre Spring Goal. Mais bon, encore une fois, je prends l'exemple d'un ticket qui vient parce que important ou peu importe, et qui vient s'insérer dans le système, il faut le délivrer. Le livrer, pardon. Je me ferai taper par Rachel si elle m'entendait dire délivrer, parce que délivrer en français, ça veut pas tout à fait dire la même chose qu'en anglais. Je ne chanterai pas, je vous rassure. Donc, débloquer au plus tôt un work item, c'est important. C'est même fondamental. Encore une fois, parce que si je ne le débloque pas, d'abord, je vais artificiellement bloquer la capacité. Puis ensuite, je vais commencer à accumuler dans mon système. Donc, je maximise les chances de bloquer. Oui, pardon. Attends, bouge pas. Je suis hyper agile. Donc c'était juste une remarque, il y a le petit flag dans Jira et il y a la fameuse colonne bloquée. Même du sport, c'est cool. Donc oui, effectivement. Alors oui, la colonne bloquée. Alors gros anti-pattern. Je vais essayer d'aller assez vite là-dessus. Je vous le déconseille vivement. En fait, toujours pareil. Fausse bonne idée. Bonne intention, plutôt mauvaise action. Il vaut mieux se poser la question. Ok. Encore une fois, cet item-là, oui, on a besoin de savoir pour des raisons de transparence qu'il est bloqué, mais on a surtout besoin de savoir quelles sont les conditions qui feraient qu'il se débloque et qu'il avance pour fluidifier. Donc oui, effectivement, j'avais oublié celle-là. Ça fait tellement longtemps que je l'utilise plus que... Mais oui, c'est vrai, j'avoue. Ça peut arriver. Mais c'est comme la fastlane. Ça fait partie de ces choses-là qui... Alors, encore une fois, alors, je suis un peu moins critique sur la fastlane parce qu'il y a vraiment des contextes où c'est compliqué de ne pas en mettre une. Maintenant, il y a plein de manières de ne pas le faire et c'est plutôt plus productif de le faire comme ça. Donc de ne pas faire la fastlane. Ou la colonne bloquée. Alors c'est bien tout ça, c'est très théorique, c'est cool, mais comment on met tout ça en application? En fait, Kanban propose 4 métriques qui vont permettre de vraiment suivre, de piloter l'état du système. Ces 4 métriques sont le WIP, donc le nombre d'items, de work items, qui ont quitté l'état initial, qui n'ont pas encore terminé leur traversée. Le throughput, donc le throughput, débit en français, c'est le nombre d'items qui ont terminé leur traversée, donc le nombre de jours qu'ils ont, nombre d'items, oui, pendant une période de temps. D'accord? Donc vous avez terminé X items sur la semaine, le sprint, le jour. Souvent c'est compté par jour. Mais en fait c'est sur une période de temps, c'est vous qui décidez. Il y a le work item age, c'est-à-dire le nombre de jours que votre item a déjà passé dans votre système. Donc c'est un item qui est typiquement en WIP, donc il a commencé sa traversée, mais il n'a pas encore atteint le done, d'accord? Enfin la fin de la traversée. Et donc on va compter le nombre de jours qu'il reste dans ce système. Et le cycle time. Le cycle time, c'est une mesure a posteriori, c'est le nombre de jours qu'a passé votre système entre le moment où il a commencé sa traversée et le moment où il a terminé sa traversée. Donc, dit autrement, le temps de traversée. Pardon. Selon vous, quelle est la plus importante des 4? Non. Mais c'est c'est pas mal. Qui a dit la troisième? Yes. Ouais, parce qu'en fait, les 3 autres... Alors, c'est le work item age en réalité. Parce qu'en fait, c'est la base par laquelle vous avez calculé les 3 autres en réalité. D'accord? Et en fait, surtout, si vous réfléchissez en termes de WIP au sens global du système, plus votre item a un nombre de jours important, et plus il est problématique d'un point de vue fluidité. Et donc effectivement, les aficionados de Kanban vous diront que c'est le work item age qui est... Si vous devez en suivre une, suivez celle-là. Alors vous allez voir par la suite que c'est quand même super cool de suivre les 4. Alors pourquoi les métriques? C'est parce que Kanban, alors je suis passé un peu vite dessus donc je vais prendre un peu plus de temps là, propose de fournir les moyens d'avoir un workflow efficace, efficient et prévisible. Et pas prédictible. Ah oui alors.
tout petit peu de vocabulaire. Est-ce que déjà, vous savez quelle est la différence entre efficacité et efficience? Pardon c'est presque ça. Donc efficace, effectivement, c'est la capacité d'atteindre ses objectifs, d'accord, de manière durable, ok, avec en effet les moyens qui sont les nôtres, mais sans forcément chercher d'optimisation, là où l'efficience va permettre d'atteindre les mêmes objectifs, mais de manière plus économique. Donc, en termes typiquement de responsabilité sociétale, ça peut être assez cool d'y réfléchir. L'efficience qui est, entre autres, promise par le Lean. Hein. Kanban, ça s'appuie beaucoup sur le Lean. Et prévisible et pas prédictible. Alors, je sais que là, on est pareil. Alors, si vous voulez, je vais vous donner une image très simple. Si vous voulez une prédiction, vous allez où? Ben, vous allez voir Madame Irma. Voilà, exactement. Vous faites de l'astrologie, vous regardez dans une boule, du marc de café, ce que vous voulez. Prédiction, c'est-à-dire qu'on essaye, sans avoir vraiment de moyens, si ce n'est des trucs plus ou moins ésotériques, de dire en avance ce qui va se passer dans le futur. La prévisibilité, en revanche, je l'ai mis un petit peu en bas là, c'est la capacité à donner un futur probable en tenant compte de données que l'on possède déjà, et avec typiquement des moyens statistiques. Et il y a un exemple qu'on vit quotidiennement, c'est la météo. La météo, tous les jours, on nous dit demain, il devrait se passer ça. Puis vous savez, quand ils commencent à faire des projections à plusieurs jours, ils ont mis depuis quelques années là, des petits nombres 1, 2, 3, 4, 5. Ils mettent jamais 5, je ne sais pas si vous avez remarqué. En fait, c'est la probabilité. Ce qui se cache derrière, c'est la probabilité du calcul mathématique, relativement complexe, qui a lieu derrière et qui va permettre de dire, compte tenu du sens du vent, de la masse d'air, de machin, de trucs, bon bref, de tout un tas de critères, et de nos statistiques historiques depuis des siècles, alors on devrait avoir tel résultat. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la météo, entre une météo que vous pourriez voir genre vers midi et la même météo le soir, il y a parfois des différences. Et parfois des différences notables. Parce que, il y a, on le sait, des changements qu'on ne maîtrise pas. Et donc, là on est en train de dire que dans un milieu complexe, si on veut essayer de s'y retrouver, oui, on peut parler d'avenir, mais il faut se donner les moyens d'avoir cette fameuse base statistique et une méthode de calcul qui vont permettre de projeter cette probabilité du futur. Cette probabilité d'un futur, pardon. Pardon. Ok. Je vous ai présenté Kanban, vous connaissez déjà Scrum, maintenant voyons voir comment ça marche ensemble. En réalité, quand on utilise Kanban, l'impact il va être majoritairement sur base, ce qu'on fait dans Scrum principalement, c'est-à-dire les événements Scrum. Il y a 5 événements dans Scrum. Vous les connaissez par cœur? Bon, j'en ai affiché un, vous avez de la chance. Est-ce que vous pouvez me donner les 5 événements de Scrum? Le daily, la rétro, sprint rétrospective, sprint review, sprint planning, je l'ai affiché, et le sprint tout court, exactement. Il faut se rappeler qu'en fait, dans la logique de la route d'énigme ou de l'empirisme, le sprint lui-même est une boucle d'inspection-adaptation. D'accord? Et donc là, je vous propose de vous présenter comment Kanban pourrait, si vous souhaitez l'utiliser dans votre contexte Scrum, enrichir chacun de ces événements. Le sprint planning, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on applique l'intégralité de Scrum et l'intégralité de Kanban, ce qui veut dire que on fait le sprint planning selon les 3 phases habituelles. C'est-à-dire les 3 mots magiques, le pourquoi, le quoi, le comment. Le pourquoi, c'est la proposition, la définition collective d'un sprint goal. Qu'est-ce qui justifie l'investissement fait par les stakeholders, parce que un sprint c'est pas gratuit, et qui justifie cet investissement, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on espère avoir au bout, qu'est-ce qu'on s'engage en tant qu'équipe à avoir au bout, particulièrement les développeurs, mais je le rappelle, toutes les Scrum Teams. La deuxième phase, on va se dire, ok,
qu'est-ce que ça veut dire, quel travail devrait être réalisé pour atteindre cet objectif. Et le troisième, c'est, ok, si on va dans le détail, comment on planifie ça, plus ou moins de manière précise. On oublie souvent ça, et les développeurs ne sont pas très fans en général, mais c'est hyper important, particulièrement si vous êtes dans un contexte où certaines personnes ne sont pas à plein temps dans l'équipe. Mais ça semble logique, même sans parler de contexte de temps partiel, que on tienne compte des vacances, des jours fériés. Quand on s'engage sur un sprint, admettons, de 2 semaines, qui est un très grand classique, si vous avez 4 jours fériés dans les 10 jours de travail, c'est pas tout à fait la même chose que si vous avez 10 jours travaillés. Donc, planifier, le comment, la troisième partie, ça veut dire aller un peu dans le détail, c'est important. Et si je donnais dans une équipe, encore une fois, je prends l'exemple du logiciel, mais je pourrais en prendre d'autres. Vous avez des designers, ou des gens qui font de l'infra, des DevOps ou autres, et qui ne sont pas là à plein temps, en tout cas ils ne sont pas prévus à plein temps dans l'équipe, savoir que, parce qu'ils ont aussi d'autres activités dans d'autres équipes, ils vont pas être disponibles tel jour ou telle matinée, etc., en avance, c'est cool, parce que ça permet de mieux planifier le travail d'équipe. Et donc sortir d'un sprint planning, ça veut dire avoir un plan que l'on pense crédible, durable. Alors durable, dans le sens où on va pas se charger la mule, ça c'est pas l'expression, pas durable dans le sens où il ne va jamais bouger, heureusement qu'il va bouger. C'est rare quand même qu'on tout se passe comme on prévoit. Et donc on devrait sortir avec un niveau de sérénité de l'ordre de 5 sur 5, quoi. Moi, c'est une question que j'aime bien poser à mes équipes à la fin de leur sprint planning, enfin de notre sprint planning, je suis partie de l'équipe. C'est voilà, est-ce qu'on est serein? Est-ce qu'on y va en souriant? Ou est-ce qu'on se dit, on s'est déjà prévu les 7 enfers? Si vous pensez que c'est les 7 enfers, attendez, rediscutons, en fait. Il n'y a pas de raison qu'on s'engage dans un truc non durable. La durabilité, c'est hyper important. Ok, il faut que j'accélère un peu. Donc la phase 2, c'est la phase 2, donc que peut-on rendre donne durant ce sprint qui est enrichi? Et on va le faire comment? On va le faire sur la base... c'est revenu. Sur la base historique du throughput, donc le débit, d'accord? Et on va en fait utiliser un petit outil qui est probabiliste qui s'appelle les simulations Monte Carlo. Les simulations Monte Carlo, si ça a bien passé, c'est en fait, vous allez prendre votre base historique, vous allez faire un nombre de tirs aléatoires des valeurs, et vous allez regarder ce que ça donne. Et quand vous refaites ça plein de fois, typiquement sur votre throughput quotidien, et sur le nombre de jours du sprint, d'accord, ça va vous donner, au final, un histogramme des probabilités de terminer un nombre d'items en un jour exact, un nombre exact d'items à terminer d'ici le sprint. D'accord, donc chaque barre ici, je crois que je l'ai mis en plus grand juste après, chaque barre ici donne en réalité la probabilité exacte d'avoir terminé exactement 15 items. 15 items pendant le sprint. Vous voyez qu'ici on a fait 10 000 tirages. Oui. On va en parler. La réponse courte est oui et non. Mais on va en parler juste après. Donc, ici vous voyez qu'on a des petites lignes là, avec des pourcentages. En fait, ce qui est intéressant, donc oui, pour que vous compreniez bien comment le lire, excusez-moi, ici vous avez le nombre de fois sur 10 000 tirages, où ce nombre 9 là exactement est sorti. Donc il est sorti 200 fois sur 10 000, ce qui donne donc une probabilité unitaire de 200 sur 10 000. Oui. 10 000 tirages. Donc, j'ai ma base de throughput quotidienne, d'accord? Donc, le 3 février, on a eu 2 items terminés, 0 le lendemain, 5 sur le lendemain, etc., etc. Le tout sur des journées entières. Okay, peut-être plusieurs sprints, plusieurs années, ça dépend de votre base historique. Mais, là aussi, réponse courte, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'éléments pour avoir en réalité un résultat pertinent. Tout comme le nombre de tirages. Vous verrez que il y a des outils qui vont jusqu'à 1 million de tirages, si vous voulez vous amuser. Et en fait, la seule chose que ça a comme effet, c'est d'arrondir la courbe, d'avoir une répartition plus normale, mais c'est à peu près tout. Donc 10 000, ça suffit déjà bien. Et donc, si je fais la collection de la probabilité d'en faire juste 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis bref, donc 9 ou moins, en fait, je me rends compte que j'ai 95%, là, la partie à droite,
de chances d'y arriver. D'accord? C'est ce que nous dit notre base statistique. Et j'ai 50% de faire 18 items ou plus dans ce sprint. Puisque je vais avoir prendre la toute petite probabilité de faire 40, puis celle de 39, puis celle de 38, 37, 36, etc., 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 jusqu'à mes 18. Et là, ça donne d'un seul coup un moyen de se projeter dans l'avenir, mais de manière probabiliste. C'est clair? Pas de questions? Donc, à l'équipe de terminer ses chances prévisionnelles de succès et les risques associés. Et pour répondre à la question, oui, la taille importe. En partie. En fait, bien sûr, dans un produit backlog, tous les items ne sont pas équivalents. Il y a des trucs qui sont extrêmement gros, d'autres qui sont tout petits. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va avoir envie d'avoir un système consistant. D'accord? Et quoi qu'il arrive, première règle de l'agilité, j'ai envie de dire, en tout cas en termes d'opération, c'est il faut décomposer. Tout le monde vous le dit en long, en large, en travers, que vous utilisez des story points ou pas, ou bref, il faut décomposer. Quelque chose de complexe, on ne sait pas le traiter. On doit faire un petit morceau, voir où on en est et s'adapter. C'est le principe même de l'empérisme de la route des Milles. Et donc, même si on pourrait se dire qu'on peut faire un surtout, oui, il est mieux, ça permet d'avoir des résultats plus probants, mais pas forcément plus probants, mais pas plus réels. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que même si vous gardez des items un peu gros dans votre base statistique, et que vous en suivez le temps, le cycle time, etc., enfin le throughput en l'occurrence, vous allez juste, en général, un truc plus gros va augmenter un petit peu, mais statistiquement, si vous n'avez pas beaucoup d'items de très grosse taille, il aura une valeur statistique très faible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc normalement, quand on se lance dans un sprint, on se dit pas, on va réaliser la Tour Eiffel en 2 semaines. Donc en réalité, et puis en plus, si on suit ne serait-ce que les recommandations du Scrum Guide, normalement, un produit backlog item pourrait être jugé ready. Non, il n'y a pas de definition of ready dans Scrum, si ce n'est celle-là. Il est censé être réalisable dans le temps d'un sprint ou moins. Donc déjà, de facto, si vous appliquez Scrum, vous avez une forme de normalisation de la taille. En tout cas, vous avez une forme de taille maximale. Mais, oui, il faut décomposer, et c'est pour ça qu'on va utiliser le Product Backlog Refinement et le fameux SLE. Bon, je vous en parle depuis tout à l'heure, je vais quand même le définir. Le SLE, c'est la percentile. La percentile, c'est la petite ligne statistique avec les pourcentages que je vous ai montré tout à l'heure. Retenu par l'équipe pour terminer un item de backlog dans un temps donné. D'accord? Donc l'équipe va dire, nous, on choisit de dire que on s'engage, plutôt pas on choisit, enfin on choisit, mais on s'engage surtout, à terminer 85% des items en 8 jours ou moins. Donc, c'est X% de terminer item en Y jours ou moins. Ok? Et on va le calculer à partir du cycle time. Et là encore, on va utiliser la base de données statistiques pour le faire. Au travers d'un nuage de points. Nuage de points. Ici, vous avez un exemple. Donc, vous avez les dates en bas. Et vous avez le nombre de jours qui est resté un item dans le système. D'accord? Et vous allez compter le nombre de points. Et vous pouvez en tirer. Vous l'avez sur votre droite là. Ah, mais c'est vrai que j'ai le pointeur en fait. Le mec qui s'en aperçoit à la fin. Ici, vous avez ici le nombre de le pourcentage, oui, la percentile donc du nombre de points. Donc ici, vous avez 50% de vos points qui sont terminés en 8 jours ou moins. A contrario, ici, vous avez 95% de vos points qui sont terminés en 22 jours ou moins. Alors, évidemment, entre 8 jours et 22 jours, le gap est hyper important. Ok ? Et donc, l'équipe va pouvoir s'appuyer sur ça pour se dire, ok, où est-ce qu'on en est nous aujourd'hui ? Quelle est notre efficacité ? Et comment peut-on être plus efficient ? Et souvent, vous voyez que la moyenne là, ne représente finalement que 63% des points. Donc la moyenne est relativement non représentative statistiquement. 63%, ok, mais c'est pas si fou que ça en réalité. On a plus d'intérêt à peut-être se baser sur une percentile à 70 ou 85%. Ok ? Et donc le SLE, c'est voilà, l'engagement que l'équipe va prendre en se disant, ok, on va faire en sorte que les items ne passent pas plus de temps que ça dans notre système.
Pas de questions? Ok. Je vais accélérer un petit peu parce que je suis à la bourre, comme toujours, j'ai envie de dire. Impact du daily scrum, sur le daily scrum. On va utiliser le Kanban board, ce qu'on fait déjà à peu près tous, particulièrement si on utilise des outils, encore une fois, comme Jira. Je fais trop de pub pour cet outil, il faut que j'arrête. Du work item edge et des whip limits. Pourquoi? Parce qu'on va se focus sur les items les plus proches du done. D'accord. On va ensuite regarder ceux dont le work item edge est le plus grand, parce que c'est ceux qui ont le plus de chances, condition suivante, de dépasser le SLE. Et donc on va pas tenir notre engagement, et on est une équipe de professionnels et on veut faire de l'efficacité opérationnelle, donc on va respecter, on va faire tout, en tout cas pour respecter notre SLE. Et on va aussi regarder les fameux items qui commencent à s'accumuler dans une partie du workflow, pour éviter l'engorgement et les conséquences de l'engorgement, c'est-à-dire moins de fluidité à la fin du système. Pas de questions? Petite side note, je dis souvent que dans un bon système Scrum et Kanban, si vous utilisez un Kanban board, Scrum board, peu importe le nom que vous lui donnez, et que vous avez priorisé les items les uns par rapport aux autres, il se lit toujours de haut à droite vers bas à gauche. Et c'est ceux qui sont haut à droite, qui sont donc prioritaires et presque finis, sur lesquels l'équipe devrait se concentrer. Et on descend, on descend, on descend. Et que si vous n'avez pas de sorte de ligne comme ça, il y a des questions à se poser. Et juste ça, c'est intéressant en termes d'amélioration continue au fil de l'eau. Rapidement, Work Item Edge, donc vous pouvez projeter en fait chacune de vos items de workflow. Ah oui, j'ai un pointeur. Chacune de vos items de workflow, ici, et compter le nombre de jours qu'un item a déjà passé dans le système. Évidemment, plus il est haut, plus c'est problématique. Ok? Sprint Review, vous l'aurez compris, on va pouvoir utiliser, enfin, ou pas, vous pourrez utiliser là encore les simulations de Monte Carlo pour pouvoir discuter dès le Sprint Review avec vos stakeholders. Je rappelle que la Sprint Review est faite pour discuter avec les parties prenantes et pour décider des prochaines actions probables et celles qui nous semblent les plus intéressantes, les plus productives, les plus valorisantes à mener dans le ou les prochains sprints. Ah, ouais. Attends, tiens, pour qu'ils t'entendent. Pourquoi parle-t-on d'accumulation alors qu'on est censé être en flux tiré en Kanban? Alors, la réponse, c'est que normalement, on ne devrait pas. Mais il y a des conditions particulières dans lesquelles on pourrait. Beaucoup d'items engagés mais bloqués, ils sont bloqués. Si on n'a pas la capacité à les débloquer pour je ne sais quelle raison, ils vont rester là. Et donc, on va créer l'accumulation. Puis s'ils se débloquent d'un seul coup tous, on va bien subir ce qu'on subit à chaque... alors, bon, nous, c'est pas... On pourrait le prévoir un peu quand même. Mais ce qu'on subit tous à chaque départ en vacances, quoi. Quand on se retrouve tous bloqués pendant des heures sur les autoroutes, là, c'est super cool. Mais on le sait. Ça ne nous empêche pas de le faire. Mais, donc, ça peut arriver, malheureusement. Et oui, on ne devrait pas, idéalement. Mais on sait bien aussi que, comme un navire qui ne sait jamais où il va terminer sa journée, il a beau essayer d'aller dans une direction absolue, il va subir des courants, des vents, tout ce que vous voulez, notre système va subir aussi, lui, des conditions externes. C'est pour ça qu'on est dans un système complexe. J'espère que j'ai bien répondu. Je me dépêche. Ok. C'est ce que je dis depuis 10 minutes. Donc, rapidement, simulation Monte Carlo, où là, vous allez pouvoir faire, alors, au lieu de compter un nombre d'items, puisque vous ne savez pas forcément combien d'items vous allez vouloir faire pour le prochain sprint, pour la sprint review, pardon, vous allez prendre les items que vous espérez faire, et vous allez essayer de projeter la date, plutôt que de projeter le nombre d'items. Pour une time frame, vous allez inverser le truc. Vous allez fixer le nombre d'items. Donc, pour terminer une épique, on sait qu'il y a 24 items dedans. Quelle est, selon notre base statistique, la probabilité de terminer à telle ou telle ou telle ou telle date? D'accord? Je fais un peu vite, je suis désolé. Mais n'hésitez pas à me reposer des questions plus tard. Je serai là les 2 jours, et si besoin, ce sera avec plaisir qu'on pourra utiliser l'open space pour discuter tout ça. Rétrospective, je vais rapidement en parler. Donc là, on va regarder la forme du nuage de points. Donc, j'ai pas le temps de vous faire l'exercice, mais chacun de ces nuages de points est problématique pour... 1, 2, oui. Est problématique pour différentes raisons. Ici, on s'aperçoit que ça grandit là. Donc ça veut dire qu'en réalité, on augmente notre WIP continuellement. D'accord? Et donc, conséquence, le cycle time augmente. Et ça va pas. Ça, c'est un système qui va exploser.
Ça, c'est ce que j'appelle la Sprint Review Validation. On met tout dans l'étape juste avant, voilà, et en sprint review, on passe en donne. Comme ça, le PO, il peut dire c'est cool, les stakeholders peuvent dire c'est cool, parce qu'on n'a pas complètement confiance en nous, les développeurs, on a besoin d'une validation supplémentaire. Alors, je rappelle que c'est anti-scrumique, ce que je suis en train de raconter, mais je le vis très régulièrement dans les équipes. Et le troisième, j'ai pas le temps, mais il a l'air beaucoup plus cool, sauf qu'il y a plein de petits, vous voyez, il y a des petites perturbations, il se passe rien là. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on livre pas, il n'y a pas de throughput, donc on n'est pas complètement dans un flux maximisé. Je continue. Et donc, pour finir, le sprint dans sa globalité est enrichi. J'insiste juste sur le deuxième point. Les développeurs n'ont plus besoin de size chaque item individuellement. Vos développeurs vont vous aimer après ça. D'accord ? Hyper important. C'est pas nécessaire. Vous pouvez le faire pour vous rassurer, vous pouvez continuer de le faire pour habitude, vous pouvez, comme vous voulez, pour les discussions que ça peut générer, qui peuvent être cool. Attention, ne plus sizer, ça ne veut pas dire ne plus découper, ne plus décomposer. Vous pouvez faire en fait le même travail, mais sans utiliser ce de Poker Planning, dit très simplement. Et en résumé, rien n'oppose Scrum et Kanban, qui se renforcent mutuellement. Scrum apporte une structure, Kanban des pratiques et des métriques qui vont maximiser le flux de valeur. L'ensemble d'événements Scrum est enrichi, et ça renforce l'impact des Scrum Values et des opportunités d'appliquer de l'empirisme. Les apports de Kanban sont la capacité de provision probabiliste et le renforcement du focus et de l'engagement de tenir les objectifs de l'équipe grâce au oui, PO et SLE. Je lis bien. Je vous ai mis une petite bibliographie, bien sûr, je vous partagerai mes slides plus tard. Et on n'a pas trop de temps pour les questions, je crois. Si ? Ok. C'est pour ça que je les prends au fur et à mesure, c'est pour éviter ce genre de trucs. Merci beaucoup. N'hésitez pas à scanner le QR code. Oui. Côté Piaf, ouais. Côté Piaf. Et pour vous, vous avez j'ai oublié le nom du truc. Bref, vous pouvez me coller des petits stickies pour me dire combien vous m'avez kiffé ou pas du tout. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup.